Bonjour à toutes et tous, je suis Lucille Coquelin, docteure en sciences de l'information et de la communication, et je souhaite aujourd'hui vous partager la présentation que j'ai portée devant mon jury lors de ma soutenance de thèse à l'Université Paris 8. Je précise qu'il ne s'agit pas de la présentation enregistrée en direct, mais que je tourne cette vidéo confortablement installée depuis mon bureau. J'espère toutefois que ça vous plaira. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement pour le temps et l'intérêt que vous portez à mon travail doctoral, et tout particulièrement ma directrice de recherche, Alexandra Samer, pour son encadrement. Je souhaite aussi remercier toutes les personnes, collègues, familles et proches qui sont présents aujourd'hui pour assister à la soutenance de ma thèse. Je souhaite ouvrir cette présentation avec un verbatim issu des terrains de ma recherche et qui me semble représentatif de ce que j'ai pu observer. Les gens qui arrivent vraiment à comprendre Black Mirror ont déjà conscience qu'on peut être asservi par Instagram ou Facebook. Mais les gens qui le sont vraiment n'arrivent pas à saisir cette subtilité. Ils ne se rendent pas compte. Alors malgré cette critique acerbe, verbalisée à l'encontre des internautes qui sont perçus comme asservis, Sarah m'explique elle-même utiliser quasi quotidiennement des applications comme Instagram, Facebook, LinkedIn, Uber ou encore Netflix. Cette posture paradoxale, que j'ai largement pu observer sur mes terrains, a souvent été adoptée par les enquêtés. Avant de vous en dire plus, je souhaite expliquer dans quel contexte j'ai pu recueillir ce verbatim, et pour cela, je dois vous expliquer pourquoi j'ai choisi la série Black Mirror comme corpus. Mon choix était en fait motivé par deux raisons. D'une part, c'est une série qui met au centre de ses représentations une composante fondatrice des mythologies contemporaines, les figures technocorporelles du cyborg. J'ai forgé le concept de technocorps en appui sur la notion d'hypercorps proposée par Guillaume Vallée. Et ce concept, il permet d'illustrer l'hybridation des êtres humains avec le numérique, qu'il s'agisse d'implants posés dans la peau ou de l'identité numérique personnelle. Alors, cette hybridation s'opère selon les logiques, notamment économiques, du capitalisme post-industriel et du web affectif. Par ailleurs, en tout cas c'était mon hypothèse interprétative de départ, la série possède une structure narrative mythologique au sens de Roland Barthes, fortement couplée à des enjeux politiques et économiques. Mon objectif était d'analyser comment cette structure mythologique agit selon les prismes interprétatifs que chaque personne adopte face à la série. Pour approfondir cette idée, permettez-moi de présenter quelques repères théoriques. Selon Eliseo Veron, un sémio-anthropologue que j'ai beaucoup cité dans ma thèse, les lecteurs n'ont en effet jamais un accès direct au texte. Par exemple, un épisode de Black Mirror. L'épisode, il va être structuré par des matérialités qui sont porteuses de stratégies de communication, mais la sélection de ce qui est perçu comme signifiant par un lecteur, les grammaires de production, s'opère depuis des grammaires de reconnaissance fondées sur le point de vue, au sein de déterminations historiques et économiques. Certaines matérialités de l'épisode sont ainsi plus ou moins volontairement ignorées par le lecteur lorsqu'il procède à l'interprétation, tandis que d'autres sont considérées comme hautement signifiantes. Dans cette logique, la série Black Mirror est certes présentée comme technocritique par l'instance de production, mais les manifestations concrètes de cette technocritique et leur interprétation varient fortement d'une personne à l'autre, en fonction des grammaires de reconnaissance. Je propose le concept de séduction de l'attention pour décrire comment les instances de production de Black Mirror, elles cherchent à engager attentionnellement, corporellement et émotionnellement les lecteurs dans la série par le déploiement d'une formule narrative afin de les fidéliser. Selon les logiques du capitalisme de vulnérabilité, l'instance d'énonciation de Black Mirror a déploie des stratégies affectives qui sont identifiables par une formule et qui s'engouffrent potentiellement dans les failles des lecteurs. Cependant, les lecteurs et lectrices entretiennent des relations complexes et nuancées avec Black Mirror, selon leur point de vue situé dans la sphère publique. Il faut donc souligner que leur investissement dans la série, il est partiel et provisoire. Dans un double élan, leur investissement participe d'une part à la formation de communautés spectatorielles qui favorisent la cohésion sociale, et d'autre part, il contribue individuellement à l'engendrement d'une version de soi. J'ai donc souhaité comprendre cette tension entre version du monde collective et version de soi. Pour cela, j'ai suivi les conseils formulés par Eliseo Veron, qui invite à articuler la sémiotique avec d'autres disciplines. Un pari que j'ai relevé dans cette thèse en faisant dialoguer la sémiotique avec les études culturelles, l'économie politique et l'éducation critique aux médias. J'ai pour ça déployé une méthode que j'ai appelée la sémiotique action. À partir de ce cadre, je me suis demandé comment des versions du monde portées par la grammaire de production de Black Mirror, actives par un processus de résonance,
certaines grammaires de reconnaissance chez les lecteurs qui participent à mon enquête. La première hypothèse que je souhaitais mettre à l'épreuve de terrain est que Black Mirror contribue par ses spécificités narratives et économiques à forger des technocores qui matérialisent une version du monde post-industriel et libéral au sein d'une structure narrative proche du mythe, telle que définie par Barthes. Je souhaitais également vérifier l'hypothèse selon laquelle les lecteurs sur mes terrains ont avancé des hypothèses interprétatives diverses de Black Mirror, parce que d'une part, la structure mythologique de cette série est marquée par des absences sensibles caractéristiques du mythe, mais aussi parce que d'autre part, il et elle investissaient des valeurs, des croyances, des connaissances, des appartenances et des émotions diverses face à cette absence sensible. Enfin, je souhaitais enquêter autour de l'hypothèse que la mise en perspective collective des expériences lectorales et des regards situés des participants peut engendrer un techno-regard diffracté, et surtout autoréflexif. Pour vérifier ces hypothèses, je souhaitais dépasser l'analyse de la série depuis ma posture experte et éviter d'essentialiser les interprétations de la série récoltées sur les terrains pour mieux comprendre les raisons qui amènent une personne à énoncer une hypothèse interprétative. Pour répondre à ce triple objectif, j'ai développé un protocole interdisciplinaire sur plusieurs terrains. En appui sur les approches pragmatiques portées en outre par Roger Audin, je souhaitais d'abord comprendre comment le contexte, et plus particulièrement l'espace de communication médiatique, favorise la verbalisation de certaines hypothèses interprétatives et grammaires de reconnaissance sur mes terrains. J'ai pour ça réalisé une analyse de discours d'un corpus de 73 articles publiés dans la presse française généraliste entre 2013 et 2018. Alors les journalistes, ils établissent de multiples liens entre Black Mirror et d'autres thématiques et motifs. J'ai donc identifié des résonances intertextuelles. Black Mirror a associé par exemple à 1984 de George Orwell, Matrix ou encore Westworld. J'ai relevé des références à des technologies déjà existantes, comme les chatbots, les réseaux sociaux numériques ou les casques de réalité virtuelle. Et enfin, j'ai vu des associations avec des problèmes politiques et publics, historiques ou actuels, des conflits géopolitiques ou commerciaux entre la Chine et les USA, mais aussi le terrorisme et le hacking. Mon idée, en appui sur Roger Audin, c'est que ces références ont agi comme une toile de fond médiatique sur mes terrains. Pour contextualiser plus en avant et plus localement l'interprétation de la série, j'ai réalisé une étude par entretien dans la lignée de la sociologie de la réception d'Hervé Glevarec. J'ai rencontré des volontaires, recrutés en ligne, qui ont ensuite relayé mon annonce dans leur réseau d'interconnaissance afin de m'aider à trouver d'autres lecteurs et lectrices. Ces échanges m'ont permis de comprendre comment la socialisation des participants aux séries, leur accès aux technologies numériques, mais aussi comment la formule de Black Mirror, notamment le fait que la série soit perçue comme violente, ont participé à la construction des points de vue. Cependant, j'ai observé des similarités dans les profils de mes enquêtés volontaires, leur niveau d'études, leur tranche d'âge, mais aussi leur techno-socialisation plutôt élevée. Je souhaitais enquêter auprès de lecteurs et de lectrices avec d'autres grammaires de reconnaissance. Enfin, j'avais pour ambition, dans la lignée de la sémiotique sociale que nous construisons en collectif, notamment avec Alexandra Samer, mais d'autres personnes aussi, de développer une méthode de recherche et une méthode d'enseignement ancrée en sciences de l'information et de la communication et qui porte une attention soutenue sur le processus de construction du sens en contexte pédagogique. Durant tout un semestre, j'ai dans cette lignée initié des étudiants et étudiantes inscrits en licence culture et communication à Paris 8 à la recherche en sciences de l'infocom. Les étudiants ont mené leur propre terrain sur les politiques de communication des instances de production de Black Mirror, puis ont réalisé des entretiens collectifs in situ auprès de 40 de leurs proches. La plupart de ces personnes n'avaient jamais vu ou entendu parler de Black Mirror. Il s'agit donc de non-publics de la série. À partir de la retranscription des échanges, les étudiants et étudiantes ont réalisé un dossier qui fait partie du corpus étudié dans cette thèse, mais qui avait surtout pour but de les aider à identifier l'action des grammaires de reconnaissance dans leur propre regard, dans une démarche autoréflexive. Maintenant que je vous ai résumé ma méthode, il est temps de passer à la synthèse des résultats. Pour restituer ces résultats, je souhaite prendre l'exemple du premier épisode de la saison 4, USS Callister. On y suit Robert Daly, le créateur d'un jeu vidéo à succès immersif, dans lequel les technocores sont centraux. Dans cet épisode, Robert Daly va créer une version modée de son jeu, qui est destinée à son usage personnel. Il y crée l'ambiance de Space Fleet, dans lequel il interprète le capitaine d'un vaisseau spatial. Alors, son équipage est composé de clones numériques de ses collègues, des collègues qu'il n'aime pas ou qu'il aime un peu trop, et qu'il torture selon ses désirs. Ces technocorps ont été créés sans le consentement de ses 10 collègues.
Alors face à cet épisode, les participants à l'enquête ont proposé différentes hypothèses interprétatives. Pour William, qui est directeur créatif dans une start-up, l'épisode est un hommage à Star Trek, une série qu'il a particulièrement aimée dans son enfance et qui fait partie de ses préférences culturelles. Il se considère d'ailleurs comme le public cible de Black Mirror qu'il apprécie. Black Mirror critique selon lui à la fois les internautes aliénés, je le cite, les juges de Facebook qui ont la tête dans le guidon, ainsi que les politiques de récolte de données et d'hypersurveillance opérées par les GAFAM. Pour Paul, enseignant d'anglais, l'épisode est un pastiche de Star Trek, une série qu'il n'aime pas particulièrement. Il en a vu quelques épisodes, mais il a rapidement décroché de la série Star Trek. Alors plus globalement, la série Black Mirror critique selon lui les politiques numériques des GAFAM, je le cite, Terminator et 1984 sont en cours. Cependant, malgré sa grammaire de reconnaissance d'enseignant technocritique, il souligne qu'il trouve que la série est trop alarmiste. Contrairement à William et Paul, pour Olga, l'épisode ne renvoie pas à Star Trek, mais il traduit un regard condescendant de l'instance d'énonciation. Il traduit une critique stéréotypée des développeurs et des gamers zombifiés. Alors lorsque j'ai proposé à Olga l'hypothèse Star Trek, elle m'a informé du fait qu'elle ne connaissait pas cette production. Juste, elle en avait entendu parler. Alors je propose d'appeler grammaire de non-reconnaissance ces grammaires de production qui sont non perçues ou non retenues. Cependant, Olga mobilise d'autres prismes, une empathie avec les internautes aliénés, qui sont cibles de la critique dans les grammaires de production, ainsi qu'une critique féministe des représentations. Pour moi-même, les technocorps y renvoient de façon évidente à Star Trek, une série que j'ai découverte dans l'enfance en contexte familial et que j'affectionne tout particulièrement. Mais la série, elle me rappelle également un message de soutien au mouvement MeToo, à la suite de l'affaire Harvey Weinstein. Mes grammaires de reconnaissance féministe en sont certainement la cause. Les différents points de vue proposés m'ont permis de diffracter mon regard sur l'épisode. L'idée que Black Mirror propose un pastiche de Star Trek ne m'avait pas effleuré l'esprit au vu de mon adhésion à la franchise. Mais grâce aux échanges menés, je suis maintenant en mesure de percevoir cette possibilité d'interprétation, sans pour autant y adhérer. Aussi, le fait de ne pas reconnaître Star Trek n'est pas un défaut de vision, mais ouvre la place à d'autres hypothèses plus variées et très intéressantes. Pour synthétiser l'ensemble des terrains, à partir des grammaires de production de Black Mirror, j'ai pu identifier des hypothèses majoritaires. Alors ces hypothèses, souvent, elles ont été énoncées de manière plurielle et contradictoire sur la série. Donc c'est moins distinct que ce que je vais vous montrer dans cette présentation. Je vais quand même vous proposer une plongée vers quelques composants des grammaires de reconnaissance. Alors face à Black Mirror, j'ai vu être verbalisées 3 hypothèses majoritaires par les enquêtés. Tout d'abord, l'idée que la série, elle énonce une critique de la masse aliénée par les médias. Cette première hypothèse est très proche de la seconde qui a été le plus proposée sur les terrains. L'idée que les internautes sont zombifiés par les technologies numériques. Et en appui sur ces 2 premières hypothèses, une troisième a été formulée dans ce contexte, des inquiétudes et des critiques quant aux politiques de récolte des données par les GAFAM, mais aussi concernant l'utilisation des technologies par certains gouvernements comme la Chine ou les États-Unis. En reconnaissant dans Black Mirror une anticipation des politiques chinoises, plutôt qu'en nous centrant sur nos propres expériences avec le numérique, les lecteurs, lectrices, mais aussi moi-même, ont mis à distance les problèmes publics que Black Mirror leur font traverser. Ces observations m'évoquent donc la célèbre formule de Raymond Williams, la masse, c'est les autres. Face à la violence ressentie lors du visionnage de la série, il semble rassurant et confortable de penser que nos aliénations européennes sont moins ancrées que celles de la population chinoise ou états-unienne, ou qu'elles concernent surtout une autre génération, comme les digital natives. Le visionnage de Black Mirror suscite chez certains lecteurs et lectrices non pas une réflexion sur leurs propres conditions de vie, mais sur celles des autres. Je vous rappelle le verbatim évoqué au début de ma présentation. D'autres lecteurs, comme Olga que j'ai cité il y a quelques instants, se distancient de ces hypothèses qui sont perçues comme condescendantes et manifestent de l'empathie avec les aliénés. Ils vont donc se reconnaître jusqu'à un certain point dans le miroir, dans le Black Mirror tendu par la série. Alors a été énoncée par touche une critique féministe des représentations, par exemple, ou une critique décoloniale, qui ouvre le regard à des lectures contre-hégémoniques. Finalement, face à Black Mirror, chacun investit les absences sensibles dans l'histoire depuis son point de vue situé. La série, elle agit comme une surface projective ouverte aux interprétations, avec au centre le technocore. J'ai pu, tout au long de ce travail de thèse, approfondir ma modélisation initiale de la sémiose.
et forger plusieurs concepts. La carte du monde constitue l'ensemble des grammaires de reconnaissance intériorisées par une personne, un répertoire de références qui agit en toile de fond chez chaque individu, tout au long de son existence. Cette carte du monde évolue en permanence au gré de la socialisation de chacun et chacune dans la sphère publique. Cette carte possède des territoires plus proches que d'autres de l'identité de l'individu, et ces territoires sont hiérarchisés selon son système de valeurs. Les territoires proches constituent des repères rassurants qui soutiennent nos croyances, comme un socle identitaire. À partir de son socle identitaire, un individu engendre des narrations cohérentes de lui-même, une version de soi, en convergence ou en tension dans la sphère publique. L'ensemble de cette carte compose la grille de lecture de la personne à travers laquelle elle va interpréter une série comme Black Mirror. Cependant, cette carte du monde n'est pas une fatalité ou une prison. Grâce à la mise en perspective de différents regards sur la série, les enquêtés, les étudiants-étudiantes et moi-même avons pu ouvrir nos regards à d'autres versions du monde, mieux cerner notre version de soi, et dans certains cas la revoir ou l'enrichir. Je cite une étudiante. L'entretien m'a vraiment aidé à prendre conscience de l'importance de qui tu es en tant que spectateur. L'importance de facteurs tels que l'éducation, le genre vont jouer sur l'interprétation, et les détails auxquels on va plus ou moins prêter attention. Je rajouterai aussi que les ateliers en cours et l'enquête m'ont apporté une plus grande ouverture d'esprit, ce qui est essentiel, je pense, à la vie. Je viens donc au concept clé de ma thèse, celui qui me tient le plus à cœur, la sémiotique action, comme une méthode de recherche et d'enseignement qui m'a permis à la fois de contextualiser l'enquête, d'étudier un corpus vaste, comme 4 saisons d'une série, d'analyser le processus de sémiose et d'engager les participants et participantes, y compris moi-même, dans une démarche réflexive. Autrement dit, j'en arrive in fine à l'idée que, même s'il nous manque toujours des couleurs dans la rétine, pour reprendre l'expression du rappeur Ben PLG, des démarches comme la sémiotique action peuvent nous permettre d'agir sur ce qui sous-tend nos regards afin d'en ouvrir le spectre chromatique. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention.